S'il est un modèle qui sort de l'ordinaire chez Rolex, c'est la Daytona. Alors, lorsque Hugo m'a contacté pour partager son avis sur sa Daytona en or, ni une ni deux, je me suis dit, dès lors, qu'il était impossible de ne pas l'accueillir. Ah, mince alors! Hugo m'aurait-il lancé un sort? Les amis, il est l'heure de démarrer un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Hugo, ça va? Ça va et toi, Xavier? Ouais, alors t'as changé de nom, on met un R maintenant à Hugo. Ah oui, je t'ai jeté un sort, écoute. Eh oui les amis, c'est un petit hommage à notre ami Louis de Funès qui nous a quittés il y a de bien nombreuses années mais qui nous fait toujours rire. T'aimes bien Louis de Funès toi? J'adore Louis de Funès. Il adore, oh là là, il enchaîne direct, quel rythme. Alors, cette Daytona en or, t'es venu avec or? Oui, je suis venu avec, Ouais. en effet. Alors tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a 2 semaines et demie. Elle est toute neuve. Je vais pouvoir vérifier si elle a une rayure ou pas. Est-ce que tu peux me la montrer pour que je l'essaye? Avec Et plaisir. vous savez que si elle me va, je repars avec. J'ai un stock de montres, les amis, absolument astronomique. Tiens, je suis venu avec une Rodania plaquée or. Et oui, ça rime avec le reste, qui est quand même pas mal du tout. Alors, je le vois, il a le cœur qui palpite. Elle n'a pas une micro-rayure, les amis. Je fais très très attention pour la passer. Et je vous dis tout de suite quelle est la sanction. Petit 1, j'ai réussi à la passer. Et petit 2, elle est trop grande pour moi. Donc je pense que tu pourras repartir avec. Tu l'as acheté il y a 2 semaines et demie. Comment ça se passe, un achat comme ça d'une montre complètement en or? Boîtier, cadran, couronne, la lunette ne l'est pas, boucle déployante. Parle-nous un peu du processus d'achat. Alors, le processus d'achat, c'est très compliqué, on va dire, enfin complexe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui a mûri dans ma tête pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même. Ouais. Et donc, je me suis rapproché du joaillier le plus proche puisque je suis de Rennes. Et donc, du coup, j'ai appelé, puisque j'ai déjà acheté quelques montres chez eux. Et donc, du coup, au moment de les appeler, j'étais très mal reçu. Ils m'ont Alors dit, que tu leur avais déjà acheté des montres. alors que j'avais déjà acheté des montres, des bijoux, puisque je suis très bijoux, très montre. Et tu donc, leur as du dit, coup, je suis monsieur Hugo, etc. On ne donne pas le nom de famille, les amis, vous savez le concept. Hein. C'est un anonyme qui parle de sa montre, Hugo de Rennes. Vous voyez, on n'a pas besoin de savoir plus. Ils savaient qui t'étais quand même? Oui, ils savaient un petit peu qui j'étais. J'ai pas acheté énormément de pièces, mais j'en ai acheté quelques-unes quand même. Ouais. Je leur ai confié aussi le projet d'une chevalière familiale, donc c'est quand même quelque chose qui nous a permis d'avoir plusieurs échanges. Et puis au moment de téléphoner, accueil très froid qui me dit bah, écoutez, c'est bien, mais on prend plus personne sur liste d'attente. Et si liste d'attente il y a, ça va peut-être pas donner suite. Ok. Ok, bon. Donc du coup, en fait, au fur et à mesure des voyages que j'ai fait dans ma vie, bah, j'ai appelé les détaillants dans lesquels je me suis déjà rendu pour essayer des montres. Ouais. Pour cette Daytona en or. Pour cette Daytona. Ok. Ok. C'est ta première Rolex? Non, c'est Non. ma deuxième Rolex. Ok. C'est quoi l'autre? C'est une Rolex Milgauss, Ok. fond noir. Ok. Elle n'a pas la lunette vert saphir. D'accord. Voilà, que j'ai acheté dans le même magasin que celle-ci, justement, Ok. Il y a combien de temps? il y a 10 ans. Ah, bah voilà, ils se souviennent plus de toi, Hugo. Bon, en tout cas, t'as pas été bien accueilli. Manifestement, tu es allé voir chez d'autres AD en France et à l'étranger. Et en fait, c'est le même AD que la première montre que j'ai achetée, la première Rolex. Mais Ouais. là, comme j'ai déménagé à Rennes entre le moment où j'ai acheté la première et le moment je où j'ai comprends. souhaité acheter la deuxième, Ouais. bah forcément… Ah, je comprends les amis. Ça Voilà. veut dire que le premier AD où tu avais acheté la Milgauss il y a 10 Voilà. ans, lui, il t'a reconnu. Voilà, et la petite anecdote, c'est que je l'ai acheté à La Rochelle, la Milgauss, Hum. et elle venait du magasin de Rennes, en plus. La carte de propriété. Incroyable c'est les marqué amis. Rennes, Alors c'est vous dingue. voyez, il fait des signes et tout ça parce que vous ne le savez pas, mais nous, on le sait. Il y a toute une collection de montres derrière la caméra, etc. Mais que voulez-vous? On ne peut pas parler de tout, etc. Donc bon, on sait déjà que tu as une Milgauss. Qu'est-ce qui t'a, 10 ans après, tu vois, quelle était la raison de cet achat? Et puis pour le coup, pourquoi une Daytona et pourquoi une Daytona en or? Alors, quand j'ai acheté, et en plus c'est moi qui l'ai acheté, ma première Rolex, j'étais vraiment attaché aux marques de montres
par rapport à mon activité, je montais à cheval. Ouais. Voilà, qui était plus qu'une activité, qui était Attends, une tu montais à passion. cheval, tu faisais de l'équitation ou tu étais Oui. jockey? Alors, ni l'un ni Ni l'autre, l'un ni l'autre. je faisais du saut d'obstacle. Ouais. Euh, C'est pas de l'équitation ça? Bah, c'est de l'équitation, mais équitation, ça a un peu une connotation. Ah, ok. Donc, purement non, mais pas- saut d'obstacle, tu faisais la compète alors. Exactement. Ok. Voilà, je faisais du concours de saut d'obstacle et en montant de plus en plus à haut niveau, Ouais. le sponsor officiel c'était Rolex. Et comme j'étais énormément attaché aux marques à cette époque-là, bah, Ouais. j'ai voulu une Rolex parce Ouais. que je voulais faire comme tout le monde. Mais ça a changé depuis, c'est plus Rolex, c'est Longines maintenant, qui est un gros Qui est sponsor. aussi sponsor, ça dépend des événements. Ah, il y a en aussi fait, Rolex. la Coupe du Monde Ok. est sponsorisée par Rolex et puis le Global Champions Tour est sponsorisé par Longines, par exemple. Ok. C'est deux circuits à très très haut Ok. niveau. Ok. Et donc du coup, ma mère décide de me faire pour mes 18 ans l'achat de la première Rolex chez ce détaillant à La Rochelle. Et on essaye plusieurs montres. En plus, étonnamment, à chaque fois le premier rapport, il n'est pas spécialement bon parce qu'on vient pour changer en fait des pièces d'une montre que j'avais déjà. Et il nous accueille bizarrement. Puis finalement, en fait, on leur dit mais on vient aussi pour acheter une montre. Et quand on leur dit c'est une Rolex, le regard s'ouvre, on s'installe, on s'assoit, on a un café, etc. Et donc on essaye la montre. Et puis la personne. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Et c'était il y a C'est 10 ans. important de le rappeler, les amis, puisque ce monde-là a disparu. Voilà, Eh ouais. exactement. Et donc du coup, c'est ma mère qui m'achète cette montre. Et puis en fait, la personne qui nous a vendu cette première montre avait une Rolex Daytona au poignet. Ouais. Et nous a dit, vous savez, quand on commence, on s'arrête plus. Mais sans forcément dire Rolex à proprement dit. Et donc du coup, petit à petit, au fur et à mesure des années, je m'étais dit, en fait, cette montre, je l'adore, je l'ai vue à son poignet. C'était un Rolex Daytona or rose avec un bracelet alligator. Et je m'étais C'était dit- l'ancienne version. Et c'était l'ancienne version, exactement, avec, il me semble, le mouvement El Primero. Je ne vois pas spécialement très fin dans l'horlogerie. Et donc, du coup, je me suis dit, ça serait un objectif. Et un jour, j'aurai cette montre. Alors, je ne savais pas encore quelle forme, quelle matière, Ouais. mais je m'étais dit que j'aurais Ouais, mais mine de j'aurais rien, un elle était, Daytona. elle était quand même en or rose. Oui, elle était Ok, déjà en or rose. ok, ouais. ok. Exactement. Donc ça, il y avait une petite graine. Il y a une petite dans graine qui l'histoire. était plantée Ouais. à ce moment-là, en fait. Ouais, et qu'est-ce qui fait que 10 ans après, justement, tu voulais fêter les 10 ans de ta Migos? Alors, Ou, oui, il y avait déjà de ça. En fait, c'est un concours de circonstances qui fait que non seulement j'ai évolué, c'est-à-dire qu'au début, forcément, je n'avais pas l'âge encore d'avoir la capacité financière personnelle de pouvoir m'acheter ce que je voulais. Et à un moment donné, arrive le moment où je peux me le permettre. Et puis, j'ai toujours ce projet en tête et je découvre la chaîne Dailicious. Et beau, je ça. me passionne d'horlogerie, mais de l'horlogerie à proprement dit. Et je me dis, mais en fait, la Daytona, il faut que j'y aille, il faut que j'essaye. Et donc, je contacte cette AD, in fine, après avoir essuyé plusieurs échecs sur plusieurs AD en Europe, parce que j'en connaissais quelques-uns. Ouais. Et il me dit, oui, on va vous mettre sur liste d'attente. Ok, bon. Il se passe une semaine, on commande. Il m'envoie un papier par lequel il se dédouane en cas de non-livraison de la montre et qui me restituerait mon acompte parce que en fait, il y a tellement de demandes. Ah, alors attends, là, tu amènes un truc, les amis. Moi, vous savez que c'est pas ma cam, hein, le 9, globalement, puis encore moins la liste d'attente. Mais ça veut dire que là, tu n'étais pas que sur liste d'attente. Tu n'as pas juste filé ton nom, tes coordonnées, ton téléphone, tu as versé un acompte. Voilà, Et là, l'acompte, c'est quoi? C'est X% du montant? 30%. Ah oui, mais là, c'est quasiment une commande. Hein. Enfin, C'est- conceptuellement parlant, c'est quasiment une commande. Voilà. Quoi. D'où le papier en question. Voilà, c'est là la chose folle. En fait, on s'engage quelque part à verser un acompte sans savoir si on va avoir la montre. En fait. Voilà. Donc on vous dit, on vous met sur liste d'attente. Et puis voilà. Et donc en fait, on me rappelle une semaine plus tard en me disant, écoutez, la première personne, puisqu'il y avait une personne avant moi, se désiste. Est-ce que vous voulez prendre sa place? Oui, bien sûr. On me demande le modèle que je souhaite, alors on le configure, puisque sur Rolex, on peut configurer la montre. Donc c'est moi qui l'ai configuré. Et donc du coup, je passe en tête. En pole Ah, position. attends, là, je suis complètement perdu, là, les amis. Il est l'heure de se réveiller. Donc, tu verses un acompte de 30% Pour pouvoir rentrer sur liste d'attente. pour pouvoir rentrer sur liste d'attente. Il t'appelle une semaine après. Quand même, quelle chance, hein. On se demande si c'est pas un peu piloté cette histoire quand même. Une semaine après, il t'annonce pour dire que le gars devant toi se désiste, mais là ils n'ont pas de montre et ils te disent c'est laquelle. Et c'est seulement à ce moment-là que tu dis Qui s'intéresse bracelet Oysterflex or jaune. or jaune. Et on là, qu'est-ce choisit- qui se passe? On choisit un fond de boîtier noir à la base. Ouais. Et puis les chronos couleur Ouais. champagne. Ouais.
3 jours après, on me dit on commande, on y va, hein. Donc on lance la commande, mais moi j'ai pas de mail, je reçois rien, c'est-à-dire qu'on me dit on commande. Au téléphone, ils te disent on commande. On commande, mais pas de trace écrite, pas de photo de la montre en question, etc. Et en fait on avait juste discuté, donc il y avait une référence sur le site Rolex qui permettait de commander le modèle sur lequel on avait échangé. D'accord, là tu étais au téléphone, tu n'étais pas sur place, tu les as pas vus manipuler. Non, rien du tout, rien du tout. Donc ils te disent on commande. Voilà, exactement. Donc là on est à J+7 + 3. C'est ça, 10 jours à peu près. Voilà, et après Et bien après je me rends compte en fait en allant regarder sur le site et en refaisant les configurations que ça va pas du tout, je change complètement d'avis, je rappelle et je dis je veux tout changer, ça va pas du tout, est-ce qu'on peut mettre le fond de boîtier champagne, les chronos noirs et ils me disent oui, il n'y a pas de souci, on fait la modification et moi je m'aperçois, je me dis mais en fait c'est pas commandé, si jamais c'était commandé c'est un petit peu ouais, mais ça étrange. Peut être commandé et puis ils n'ont pas commencé le process. Oui, voilà, mais bon, quelque part en tant que client, je me demande un peu ce qui se passe quoi. Et donc du coup ils valident, donc là je leur fais bien envoyer un mail avec les photos de la montre commandée pour être sûr que tout le monde soit raccord et c'est bon, ils me confirment comme quoi la commande est bien partie chez Rolex et que maintenant je vais devoir attendre 1 an et demi minimum pour avoir l'objet. Et donc tu as attendu combien de temps? J'ai attendu, c'était en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'ai attendu que 7 mois. Tu as attendu 7 mois au lieu des 12-18 mois, donc moins longtemps. Moins longtemps. Ok, donc en fait toi tu l'as acheté dans ta tête et tu as versé un acompte il y a 7-8 l'avoir mois un an et tu demi viens de après. la récupérer il y a… Voilà. Ok, donc là un jour il t'appelle ou il t'envoie un mail? Il m'appelle, je sortais de clientèle, j'étais en clientèle, je sors de clientèle, j'ai un appel, je vois le numéro s'afficher. Allô, oui bonjour, j'ai une très bonne nouvelle, on a reçu votre montre. Et là, je me dis, quelque part, en fait, moi, je m'étais prévu, j'avais organisé la chose parce que pour financer le restant de la montre, je m'étais laissé un peu de temps. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Ah merde, je suis à court de cash. Non, mais bon, voilà, j'avais un business plan dans ma tête qui me permettait de me dire, bon, ça m'évitera de payer avec mes fonds propres et par rapport à mon business. Donc, du coup, là, il m'annonce cette bonne nouvelle, mais qui est un peu prématurée. Et donc, du coup, on organise un week-end à La Rochelle pour aller la récupérer. Voilà. Donc, direction La Rochelle, direction La Rochelle. Place, et là, bon, voilà, il te présente la boîte, le truc. Voilà, on arrive à La Rochelle. Alors, la petite histoire veut que 10 ans plus tôt, c'est ma mère qui m'achète la première Rolex, et 10 ans plus tôt, et 10 ans plus tard, c'est moi qui m'achète le Daytona seul et en présence de ma mère. Et en plus de ça, c'est plus l'AD de l'époque, c'est le fils de celui qui nous a vendu la première Rolex. Ah, voilà. C'est bon ça. Et ça, c'est la belle histoire familiale. Également, excuse-moi, j'ai touché au bracelet. Ça, tu as donc le petit système de réglage fin, de confort, etc. La question que j'ai pour toi, justement, c'est quand tu achètes globalement toutes les montres, ils te font le réglage du bracelet. Exactement. Et là, en l'occurrence, comment ça se passe? Il doit être coupé à un moment? Ils m'ont demandé en fait au moment de la commande de leur donner le tour de poignet, de leur donner mon tour de poignet que j'ai envoyé par mail. Alors moi, je l'ai fait avec 1 mètre ruban pour mesurer des meubles, des choses comme ça. Ouais. Et bien évidemment, c'était pas la bonne taille quand je suis arrivé. Donc, du coup, il a refait le tour de poignet. En fait, il commande ce qu'ils appellent des joncs, je crois. Et il me dit, écoutez, c'est pas les bons joncs, on va changer tout de suite. Donc, il change. Ok. Bon, ils arrivent à te faire le truc qui va bien. Ils changent les joncs. Etc. Donc, tu l'avais choisi comme ça sur le fameux Oyster Flex. Oyster Flex. Pour éviter le côté trop bling bling aussi. Alors, parce que s'il n'est pas en Oyster Flex, ce modèle, il est en or complet. Voilà, bracelet Oyster en or. Bracelet américain, j'appelle ça moi. Ah oui. Ah, là, ça pulse encore plus, etc. Voilà. Mais alors pour le coup, donc c'était la Rolex que tu avais vue il y a 10 ans. Comment tu l'as pas essayé? Non, je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai pas essayé, je me suis documenté. Mais de toute façon, même si je ne l'avais pas essayé, c'était pas le porter, c'était vraiment la réalisation d'un rêve en fait qui aboutissait. Et j'espérais quand même bien une chose, c'est qu'elle se pose bien sur mon poignet parce que bien sûr, là on était avancé. Alors justement, on parlait de poser sur le poignet. Il y a depuis quelques années, désolé les amis, je ne sais pas exactement quand, Rolex a rajouté sous ses bracelets Oyster Flex des petits appendices là. Qui servent un peu à rehausser la montre. Là, elle se pose bien justement, ça permet un meilleur maintien. Oui, c'est vrai qu'elle est hyper agréable à porter. J'étais très surpris quand je l'ai passé au poignet. Par rapport à la Milgauss que tu as? Par rapport à la Milgauss, c'est complètement différent. La Milgauss, c'est un bracelet qui est en acier,
qui est beaucoup plus souple, même au porté. Alors j'ai tendance à les porter étrangement, mais toutes mes montres elles se décalent un peu vers l'extérieur du poignet et celle-là se cale beaucoup mieux que des bracelets en cuir classiques ou des bracelets en acier. Ok, je comprends. Quel est l'adjectif? Tu sais que tu y as droit. Hein. Quel est l'adjectif qui pour toi caractérise cette montre? Royal. Elle est royale. Eh ben oui, forcément. Je l'avais déjà choisi. En métal noble, etc. Tu vois, avec le recul, ok, tu as vu au poignet de ce vendeur il y a 10 ans une Daytona en or. Tu penses que c'était quoi? C'était le chrono en or qui te séduisait? C'était la montre en or? Tu vois, c'était le chrono? Alors c'était. Tu aurais pu aller sur une day-date par exemple. Les amis, il n'y a pas de day-date sur la chaîne. C'est pas possible ça, il faut le résoudre en or rose, en or gris, en platine, je sais pas, en or jaune. Venez avec une Rolex day-date, ça me ferait grandement plaisir. On verrait enfin, puisque avec celle-ci, on a le Leuchterflex, on verrait le fameux bracelet président. Oui. Hein, qui est plus rare. Ça aurait pu être une autre Rolex en or? Non, j'ai vu le Daytona, donc déjà c'était Daytona. Le matériau n'était pas défini, d'ailleurs c'était en or rose et j'ai très longtemps rêvé de cette montre en or rose. Et finalement avec le temps, mes goûts ont évolué. Je suis très content de ne pas pouvoir y avoir eu accès avant. Parce qu'elle existe en or rose. Elle existe en or rose également. Ouais. Et c'est donc uniquement en regardant le site de Rolex que tu t'es décidé sur l'or jaune plutôt que l'or rose? Alors non, c'est en la voyant portée par différentes personnes, que ce soit à la télé, que ce soit des amis, que ce soit... je me suis dit, oui, ça me va très bien en fait. Et puis c'est un matériau que j'affine particulièrement. C'est ta montre de tous les jours, la Milgauss? Non, pas spécialement. En fait, j'ai pas de montre de tous les jours. Tu n'as pas de montre de tous les jours. Ok, donc tu tournes et tout ça. Depuis que tu l'as, celle-là, quel est le regard des gens autour de toi? Parce que tout de suite c'est de l'or, hein, donc c'est plus visible, c'est plus impactant. À mon grand étonnement, pourtant je l'ai porté dans des événements où il y avait énormément de monde, personne ne l'a remarqué. Personne ne l'a remarqué, en tout cas c'est mon ressenti pour le moment. Sauf une personne, mais cette personne-là c'est une personne qui collectionne des montres et quand elle l'a vue elle m'a fait mais non. Et j'ai dit mais si. Mais si. Voilà, mais c'est tout. C'est tout. Et c'est surtout l'aspect aussi spéculatif de la montre qui a amené cette personne-là à s'interroger. Tu l'as acheté d'occasion? Non, je l'ai acheté neuve. Tu as réussi à l'avoir? Oui, j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Et justement cette partie spéculation, parce que déjà là on est sur un modèle en or. Donc on est quand même sur beaucoup plus cher qu'une Daytona en acier, d'accord? Daytona en acier, il n'y en a pas, hein, globalement. On salue Fred qui était venu avec sa Dayto justement 116-500 en acier, hein, qui nous avait fait une super présentation, qui lui était vraiment branché sur le sport automobile, etc. Il y a une énorme spéculation actuellement sur une Daytona. Ça pour toi, c'est un élément additionnel? Un plus, parce que finalement, avoir une montre et se dire qu'elle est désirée, qu'elle va prendre de valeur, c'est quand même mieux que le contraire. Mais est-ce que ça fait en partie, tu vois, c'est intégré dans tes critères d'achat, ou au contraire, ça aurait pu être un repoussoir de te retrouver avec un modèle trop désiré, trop visible, limite risqué, tu vois? Alors, comment tu as réfléchi à ça? Certainement pas. Par contre, une attirance vis-à-vis de la spéculation qu'il peut y avoir sur la montre, non. Une assurance. Se dire aujourd'hui, se dire qu'on investit une partie de nos deniers, de notre travail, de notre sueur dans un bel objet, parce que c'est vraiment des beaux objets, oui. Bien sûr. Et de se dire qu'elle ne va pas perdre de valeur à minima, quelque part. Mais bon, c'est peut-être bien la dernière chose que je serais capable de vendre si jamais j'avais des problèmes un jour. Donc, et encore, je crois que je serais même capable de rester, de garder et puis de trouver des solutions pour tout faire parce que c'est vraiment attaché à des moments. C'est vraiment une valeur plus sentimentale que financière, grosso modo. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères dessus? Alors, le petit détail que je préfère dessus, c'est les chronos qui impactent vraiment. Et puis cette couronne à 12 heures qui est du plus bel effet. Couronne en applique. Couronne en applique. Effectivement, ce qui n'est pas le cas sur tous les modèles. Tous les modèles, non, sur les sub. Sur les sub, les GMT Master, etc. Là, on est sur une logique qui est différente. Donc depuis que tu l'as récupéré, là, tu as porté que celle-là? Non. Non.
J'ai dû la porter 3 fois. Ouais. Donc en fait, ça n'a pas changé ton comportement. Non. En termes de montre, ça dépend. Je change de même ce des que fois tu 3 fais fois de ta par jour. journée. Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment en fonction de mon humeur. Je suis capable de changer de vêtements aussi dans une journée. Et donc, je vais accorder les vêtements à la montre ou aussi à mon humeur. Et puis aussi à l'activité parce que j'ai des montres qui sont plutôt fragiles dans ma collection aussi. Ouais. Et donc, si jamais je sais que je vais bouger beaucoup, je vais adapter la montre. Ouais. Donc ça veut dire que la notion de robustesse, là, elle est importante. Oui, sur elle est cette Rolex. importante. Alors, pas sur celle-là parce que je ne vais pas la porter dans des contextes qui seraient amenés à la malmener. Ouais. Mais par contre, oui, de manière générale, quand je porte des montres, je fais attention Oui, mais à attends, ce qu'elles soient en fait, ce que je voulais voir avec toi, moi, j'ai pas de montre en or comme ça. C'est une Rolex Daytona, donc ça fait partie de la gamme professionnelle de Rolex, donc théoriquement tout le watch, entre guillemets. Est-ce que le fait qu'elle soit en matériaux nobles, donc en or, 18 carats, 750 millièmes, est-ce que ça comment dire, réduit ta perception ou ton sentiment de montre robuste? Oui. Ah, voilà. Concrètement. Donc en fait, elle est tout aussi robuste que ta Milgauss, Oui. mais elle est moins robuste dans ta tête que la beaucoup moins Milgauss. robuste. Ok. Et d'ailleurs, je la porterai plus sur des événements habillés ou des choses comme ça, alors que le bracelet, tout s'y prête, on peut plonger, faire de la nage avec, elle est étanche à 100 mètres. On peut partir, on peut aller à la piscine, on peut faire du vélo. Enfin, c'est une Rolex, c'est fait pour ça, mais non. Souvenez-vous les amis, on avait Bruce Wayne, Corentin, qui était venu avec sa Rolex GMT Master 2 dite Batman, qui lui carrément faisait du surf avec. On imagine Hugo en train de surfer avec sa Déto en or, etc. Là, il y a Louis de Funès, il se réveille dans sa tombe quand même. Il dirait, Monseigneur, il est l'heure de se réveiller. Les amis, on s'est régalé durant la première partie de cet épisode. Tiens, je te la rends. On enchaîne pour la séquence souvenir. Alors, tu sais que je suis très fort en arithmétique. Bon, parfois, je me plante, etc. Mais bon, si tu as eu ta Milgauss pour tes 18 ans et que tu t'es acheté 10 ans après une Daytona, c'est donc que tu as 28 ans. Oui, 27 et bientôt 28. Ouais. C'est beau, les amis, ça. Très fort. Ouais, comment t'en es venu à ça? Donc, on comprend que ça a un peu un rapport avec le saut d'obstacle? Alors, oui. Une bonne moitié de partie liée à mon activité dans les chevaux avant, puisque j'étais d'abord cavalier amateur, on va dire ça comme ça. C'est quand on me finançait les chevaux, quand j'étais propriétaire de mes chevaux. Grâce à ça, j'ai été champion de France à un moment donné et après, ça m'a permis de rentrer à un certain niveau. Ouais. Tu nous en diras plus sur l'équitation parce que je trouve que c'est une passion rare et qu'il faut qu'on comprenne un peu mieux, mais dans la séquence recto-verso. Donc c'est ça qui t'a attiré. Mais le premier contact, tu vois, qui a tout déclenché. Ça aurait pu être ta première montre pour le coup, avec ta maman qui te l'offre pour tes 18 ans. Alors non, ce qui m'a approché de l'horlogerie et notamment de Rolex, c'est que c'est un gros sponsor du milieu du cheval. Ah ouais. Voilà, donc c'est vraiment une visibilité constante. Énorme. Etc. Énorme, elle est constamment présente dans tous les événements. Donc forcément, Rolex par-ci, Rolex par-là. Les plus grands cavaliers de la planète, en tout cas une partie, sont sponsorisés par Rolex. Et quand on débute et qu'on a envie d'atteindre le niveau, on se dit, enfin, il y a un inconscient de gamin qui se dit, peut-être que si une Rolex, je monterais mieux à cheval. Il y a eu un inconscient comme ça à un moment donné en disant, non, mais ils ont tous une Rolex, pourquoi j'en aurais pas une comme eux, quoi. Je comprends. Et tu te souviens de ta première montre? Oui. C'était quoi? Faudrait pas que ma mère regarde la chaîne, c'était de Michel Herbelin et que j'ai perdu. Aïe, c'est pas possible. Voilà. Il y a 2 erreurs à ne pas faire avec une montre. Sa première montre, c'est l'oublier quand vous venez dans Petite Montre entre amis. Et il y a pire quand même, c'est de la perdre. Alors elle a son histoire, je l'ai perdue en faisant des box. Tout simplement. Je la mettais tout le temps, c'est une montre à quartz Michel Herbelin extra plate. Petit boulot d'étudiant et tout ça ou non, même pas. Ça faisait, en fait, je montais des chevaux de manière régulière pour des propriétaires et puis pour mon métier. Et puis il y avait des événements, au lieu d'aller en vacances, je travaillais en plus en donnant un coup de main dans une vente aux enchères et j'ai perdu la montre. T'en penses quoi de Michel Herbelin aujourd'hui? Très belle marque. Ouais. Très belle marque. Ah, donc tu es toujours attaché. Toujours attaché, j'y reviendrai. Déjà, j'ai un petit objectif, ça ne fait pas partie des futures montres, mais c'est un objectif de retrouver cette montre et de la racheter parce que ça m'a vraiment fait mal, énormément mal. Bien sûr. En fait, ma mère m'a acheté cette montre-là pour éviter d'acheter une Rolex au début. J'avais 16 ans et elle me dit c'est hors de prix, c'est hors de question. C'est un acte manqué là en fait. Tu as fait exprès de la perdre parce que tu l'as perdue à 16 ans et 2 ans après, tu as eu une Milgauss. Même pas. J'étais vraiment
attaché à cette montre, je la mettais tout le temps. Par contre, celle-là, je la mettais tout le temps. Ouais. Et en fait, le fermoir était boucle déployante et il s'est ouvert et je l'ai perdu. Et je l'ai cherché mais pendant des heures. Elle est tombée dans la paille. Et après, puis on s'est nettoyé, c'est parti dans elle est partie dans un tas de purin. Voilà, exactement. Ah là là, Michel Herbelin dans un tas de purin, c'est pas une belle femme, mais tu la retrouveras. Mais ça montre aussi, les amis, dites-nous en commentaire, bien évidemment, si vous êtes d'accord ou pas là-dessus, c'est que sa première montre, ses premiers souvenirs, etc., forcément, ça marque. Et là, on en a la confirmation avec une marque française de mémoire qui a été créée dans les années 60, qui n'est pas la montre des aventuriers, des trucs, qui n'est pas la marque historique type Lip ou la plongeuse historique type Yema Superman, etc., mais qui fait partie du paysage horloger. Il y a peut-être joué justement que ce ne soit pas une montre conçue pour l'aventure, puisqu'elle s'est ouverte pendant une activité. En tout cas, quel chemin de parcouru, les amis. Mais là, tu es tombé dans la marmite Rolex à 18 ans, tu y reviens à 28 ans. Je te souhaite de vivre vieux, mais là, à 98 ans, tu en seras quand même à ta 7 ou 8e Rolex. Mais bon, les amis, dans sa collection de montres, il y a d'autres choses que des Rolex. Ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On enchaîne pour le célèbre quiz. Alors là, tu es prêt? Attention, les amis, vous savez qu'il n'y a pas de règlement, mais là, je viens d'en inventer un. Il faut faire un sans faute. Et oui, figurez-vous, j'ai quelques histoires personnelles avec le saut d'obstacle, familial, pas moi, mais en tout cas, donc il faut que tu me fasses un sans faute. Donc si tu fais tomber une barre… C'est 4 points, c'est pas éliminatoire. C'est vrai, mais le refus est éliminatoire, attention. Alors, l'or 18 carats, 750 millième, est identifiable avec son poinçon en forme de… Réponse A, aigle. Réponse B, hippocampe. Réponse C, coquille Saint-Jacques. Réponse A. C'est pas cadeau comme question, les amis, et il y va direct. Il fait la mine, je sais pas. Direct, tu dis A. Tu dis ça au hasard. Tu prends le premier qui vient ou tu le sais? J'ai plusieurs bijoux. Tu sais que je peux être fourbe alors que tu m'as donné la bonne réponse d'essayer de t'embourber. C'est le A, c'est le A. C'est le A, et bien sûr le poinçon aigle. Bonne réponse, et oui, j'ai regardé tout à l'heure, mais mes yeux sont trop vieux. Tu as des poinçons dessous, je pense qu'à la loupe, on regardera. Il y a le petit poinçon d'aigle. Figurez-vous que l'hippocampe, tu sais ce que c'est? Non, bah justement, les deux autres. Et ben voilà, l'hippocampe, les amis, c'est l'or 24 carats. C'est-à-dire c'est de l'or pur à 99,99%, un lingot d'or. Voilà, il y a le poinçon de l'hippocampe et la coquille Saint-Jacques, c'est 14 carats. À ne pas confondre avec le poinçon de maître qui là donne l'origine du métal, de celui qui l'a formé, taillé, fabriqué, un peu à l'image des marques horlogères. Vous pouvez regarder à la loupe sous le spiral et le balancier d'un mouvement, vous avez toujours un poinçon qui est frappé en forme de bouclier, ou à l'intérieur, si vous voyez écrit ETA, vous avez compris que c'est ETA, ça peut être Fontaine-Melon, ça peut être Shield, AS chez Shield, etc. C'est comme ça que j'ai rien inventé, les amis, j'ai juste lu et je me suis documenté. Et alors là, les poinçons, c'est un truc de dingue. Entre les poinçons de maître, là, vous en avez, rien qu'en France, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers. Par pays, vous multipliez par le nombre de pays, c'est un truc de malade. Si un jour vous tombez sur un bouquin poinçon de maître dans une brocante, vous regardez et là, vous avez tout compris de l'ADN, de la gémologie, de l'horlogerie, etc., etc. Écoute, tu commences bien. Le gars direct sur le premier obstacle à 1m60, les amis. On joue niveau Jeux Olympiques, voilà, Coupe du Monde. Mais plus on va avancer, plus on va arriver au concours de puissance, où là, il faut sauter le plus haut possible. Ça n'existe plus, la puissance. Ça existe toujours. Ça existe toujours, on en reparlera tout à l'heure à ce moment-là. Bon, deuxième question. Que signifie Rolessor dans la nomenclature Rolex? Réponse A, le nom de l'alliage d'or breveté et fondu par Rolex. Réponse B, une combinaison d'or et d'acier pour le bracelet, la lunette et la couronne pour un même modèle. Réponse C, le nom du ressort, Monsignor, de remontoir des montres Rolex. C'est la combinaison de différentes matières, or et acier.
si je me souviens bien. Réponse B. Réponse B. Donc toi, première question, c'est la A. Réponse B, c'est la deuxième. Donc là, sur la troisième, tu me diras la C. Vu comme ça, j'ai l'impression qu'il fait la version arithmétique. Bonne réponse, les amis. Et oui, Rolessor, en fait, ça veut dire Rolex Biton, où vous avez la partie centrale du bracelet, la lunette et la couronne, qui sont en or, et le reste qui est en acier. C'est ce qui s'appelle le Rolessor. Putain, mais t'es un monument de connaissances. J'ai bien épluché le Ah site ouais, il a Rolex bien de A à épluché, Z. les amis. Il veut repartir avec sa casquette. Je la mets là, juste derrière, pour que tu sois sous pression. Les amis, tu mènes 2-0. Et là, il attaque le dernier obstacle. Il est dans les temps pour être médaille d'or, puisqu'on parle de ça, aux Jeux Olympiques de petites montres entre amis. Les amis, en quelle année Rolex a-t-elle commencé à développer sa propre fonderie? Tu vois? Alors là, comme ça. Réponse A en 1965, réponse B en 1985, réponse C en 2000. Donc propre fonderie, c'est-à-dire qu'ils sont aussi quasiment dans l'industrie métallurgique, tu vois, ils font des métaux, parfois de l'or, du platine, ils mettent du palladium, ils mettent des trucs, etc. Ils font de l'or rose, de l'or gris, de l'or blanc. A 1965, B 1985, C 2000. Alors 65, ça m'étonnerait. Je vais y aller par élimination. Je sais beaucoup de choses sur la fonderie Rolex. Bah alors la date. Alors 1965, tu as évacué. 1985, réponse B. 2000, réponse C. 85. 1985 Et là, je tente. T'es sûr? Je tente. Donc, tu n'as pas fait première question A, deuxième question B, troisième question C. Non. Aïe, 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 c'était quand même basique. Il y avait une vraie logique. C'était pas prévu comme ça. C'est en 2000, 1965. Figure-toi, c'est la première Daytona, Rolex Cosmographe labellisé Daytona sur le cadran. 1965. Avant, on les appelle pré-Daytona parce que c'est pas écrit. 1985, c'est la date à laquelle Rolex décide de passer de l'acier 316 à l'acier 904, voilà, qui a un certain nombre de vertus, même si c'est très subtil, supérieur au 316. C'est en 2000 qu'ils commencent à développer leur propre fonderie, justement pour... ça fait partie de tout le process industriel et marketing de Rolex pour positionner ses produits et faire que leur or est différent des autres. Omega a sorti leur Sedna dernièrement avec un alliage spécifique. Est-ce que c'est leur fonderie ou non? Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Rolex. Ils maîtrisent les prix aussi, ils m'ont expliqué avec ça. Donc, ça leur permet de maintenir des prix puisqu'ils achètent l'or en avance. Ils achètent l'or pour 5 ans. Et donc, du coup, ils maîtrisent le prix éventuel, les augmentations éventuelles sur 5 ans. Bien sûr, bien sûr. Donc les amis, là, on est dans l'embarras. Mais si vous préférez, le commissaire de course à l'oreillette, oui, je sais, je l'ai déjà fait, hein, mais là, on est dans le saut d'obstacle, me dit que, en fait, le cavalier suivant, qui était le dernier à passer, lui-même a fait tomber une barre, il a pris 4 points. Et donc, tonnerre d'applaudissements, c'est quand même notre ami Hugo qui a la médaille d'or des Jeux Olympiques de petite montre entre amis. Et donc, tu repars avec cette belle casquette. C'est avec grand plaisir. Hugo, les amis, on enchaîne à la séquence suivante. Vous savez, c'est la saison 3. Et la saison 3, il y a une séquence surprise avec une montre surprise. Alors évidemment, je ne peux pas te la montrer. Je vais juste te montrer une photo que vous voyez, que lui ne voit pas. Et je l'ai choisie comme étant une alternative à sa Rolex Daytona. C'est une Parmigiani Fleurier. Parmigiani. Tondagraphe GT. En or jaune, chronographe, sous cadran noir, avec un calibre manufacture, comme toutes les montres de chez Parmigiani, étanche à 100 mètres comme la tienne, en 42 mm, un peu plus grande. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà Parmigiani, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, je n'ai pas étoffé ma culture de cette manufacture. Par contre, elle est à première vue magnifique.
Et en plus de ça, par rapport à des détails que j'attends de mes prochaines, Ouais. ça remplit bien le contrat. Alors, bah vas-y, dis par exemple. Qu'est-ce qui te plaît tout de suite, spontanément? Le tapissage derrière. Ouais. Le tapissage, ça c'est quelque chose que j'adore. En plus, il est différent d'autres grandes manufactures que j'affinie particulièrement. Bien sûr. On va dire une petite tapisserie, les amis, Petite qui tapisserie en peut faire triangle. penser à une Royal Oak, mais qui en fait qui est triangulaire et qui est complètement différente Qui est magnifique. de celle d'Audemars Piguet et d'un Clou de Paris éventuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te plaît? La lunette, Ouais. elle me fait penser à une autre Rolex, moins aimée, mais là je trouve que ça va très bien sur cette montre-là, le modèle Cellini. Mhm. Les 3 chronos noirs qui rappellent la mienne, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, donc forcément ça match à 100%. Ouais. Le côté rupture avec l'ostentatoire de l'or, avec le bracelet qui a l'air d'être un bracelet en caoutchouc, Tout à fait. qui est magnifique également. Mhm. Alors là, en plus, sur le fait que je suis de moins en moins attaché aux marques, mais par rapport au travail qui est fait sur l'horlogerie, au mouvement, alors malheureusement, j'ai pas assez de culture de cette manufacture-là, mais on voit des complications du type la grande date à 12 heures, Superbe. qui Quel œil, m'intéresse énormément. c'est Hugo? Est-ce que tu remarques autre chose qui pourrait être intéressant? Oui, mais quelque chose que je maîtrise moins, c'est la fréquence qui est en bas. Ouais. 5 Hz. 5 Hz. Alors là, autant dire que j'ai entendu des choses dans plusieurs vidéos, dans plusieurs documentaires sur l'horlogerie, mais je ne me suis pas encore penché dessus. Bah, 5 Hz, c'est la fréquence, hein, donc ça veut dire 36 000 alternances D'accord. à l'heure, Ok. 5 Hz par seconde, donc ça veut dire que c'est un chronographe manufacture de chez Parmigiani qui a la même fréquence que le Zénith et le Primero, qui est D'accord. quand même l'un des plus grands chronographes de la montre bracelet qui a été faite, justement avec sa fréquence très élevée, qui permet de mesurer des temps très courts. Mesurer des temps très courts au dixième de seconde sur une montre comme ça, ça n'a pas beaucoup de sens en termes de lecture et d'efficacité. Par contre, ça a un énorme sens en termes de philosophie et de construction de la mécanique qu'il y a derrière. Parmigiani, les amis, c'est Michel Parmigiani qui est à la base de ça, un des, on va dire, des très grands horlogers de ces 40 dernières années, avec Alain Silberstein, avec Frank Muller, avec tout un tas d'autres, etc., qui ont fait des choses absolument magnifiques et qui, alors que c'était un restaurateur au départ, très vite a été aidé par la fondation de Sandoz, le labo pharmaceutique suisse, et qui a construit petit à petit un groupe horloger indépendant de plusieurs centaines de personnes qui a verticalisé toutes les pratiques pour faire une montre, que ce soit le traitement des matériaux nobles, le développement, la R&D, les cadrans, fabrication de boîtiers, etc. Et c'est de cette structure-là, les amis, vous pouvez regarder ça sur Internet, là on est dans la spontanéité, j'ai un peu regardé le sujet mais je ne l'ai pas énormément creusé parce que l'idée c'est de te faire réagir. C'est de cette initiative de Michel Parmigiani qui, 30 ans plus tard, a amené le groupe à créer Vaucher Manufacture, qui est devenu indépendant depuis, et qui fournit les calibres à Parmigiani et également à Hermès depuis une dizaine d'années, ce qui a fait d'Hermès plutôt des gens qui, il y a quasiment 80 ans, vendaient déjà des montres à leur nom, mais qui étaient simplement des montres d'autres marques logotées. On a vu une Corum sur la chaîne, une Hermès Corum, et puis maintenant c'est réellement devenu une manufacture horlogère. 41 000 € quand même, hein, ça pique. Hein. Ça pique. Ouais, par rapport à la Daytona, on est à quoi? On est quasiment au double. Un peu moins du double, Ouais, mais ouais. oui, alors après, on s'en approcherait par exemple, parce qu'il y a des complications supplémentaires, la grande date par exemple. Oui. Donc ça peut s'expliquer en fait, mais quelque part, il y a ça, et puis il y a aussi le fond de boîte, enfin le tapissage derrière. Ouais, Si on prend le modèle météorite, on n'est pas loin. Hein. ouais. On n'est pas loin. Mais tu vois, là pour le coup, on est sur un produit que moi je qualifie de très très similaire. Oui. Bon, il n'y a pas de protège-couronne, donc, etc. Puis tu as
tu peux l'avoir non pas sur bracelet caoutchouc, mais sur un bracelet acier. Mais tu as une intégration quand même du bracelet dans la boîte. Hein, où on a l'impression que c'est un bracelet intégré. Là se pose la question fondamentale, en fait, finalement, de la valeur du prix pour une marque qui est proposée historiquement. Je ne sais pas où il en est, Michel Parmigiani, personnellement, hein, dans cette aventure, mais qui est issue d'un horloger de profession exceptionnel, mais d'une marque très peu connue par rapport à Rolex, qui est la machine de guerre de l'industrie horlogère et dont on sait que les produits ne décodent pas. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est avec ça, tu as une montre que tu ne verras jamais au poignet de personne et qui est à 60 ou 80% plus cher qu'une Rolex Daytona, qui sera reconnaissable, qui sera peut-être plus facilement revendable. Voilà. Ça t'inspire quoi, ces marques que je vais qualifier de haute horlogerie, hein, vous allez sur le site de Parmigiani Fleurier, vous avez la Calpa, d'autres Tonda, etc. On est dans la haute horlogerie. On est plus que jamais dans quelque chose où il faut se nourrir de l'histoire et du message qu'ils veulent donner, parce que là, on est dans des prix qui deviennent déjà à 5 000 €, c'est déraisonnable hein, pour une valeur d'usage faible, alors à 40 000, nous ne parlons pas. En fait, concrètement, c'est plus une question de prix, c'est une question d'esprit, je dirais plutôt. C'est-à-dire que oui, il y a un prix, bien sûr, mais en fait, comme beaucoup de passionnés, et moi je le suis devenu avec le temps, on n'achète pas une montre par rapport à un prix ou par rapport à une cote marque. Et ça ne me gênerait pas du tout de me diriger vers des manufactures telles que celle-ci. Ouais. Dans ta collection, tu as des marques où tu as des montres avec des marques qui ont une notoriété faible, voire inexistante? Oui. Lesquelles, par exemple? Je pense que même la marque n'existe même plus. Elle s'appelle Précis. C'est une montre complètement squelette qui a été vendue à ma mère qui me faisait des petits cadeaux à l'époque de manière complètement en coup de vent. Mais on n'est pas à plusieurs milliers d'euros. Ah non. Ouais, donc sur des montres, on va dire entre le milieu et le haut de gamme de l'horlogerie mécanique, tu vois. Moins connu. Ouais. Moins connu, oui, c'est des marques qui sont quand même, alors des marques joaillières plus que horlogères, Mauboussin par exemple, avec un mouvement japonais que je maîtrisais pas du tout et que à une certaine époque j'aurais pas du tout apprécié de la même manière qu'aujourd'hui, en me disant l'horlogerie c'est suisse et point. Et puis en découvrant l'horlogerie de manière générale et en se passionnant pour l'horlogerie, on se rend compte qu'il y a plein d'autres pays qui sont capables et même très très doués dans la fabrication des mouvements, et capables de sortir des choses tout à fait exceptionnelles. Donc maintenant, tu appréhendes mieux qu'est-ce que tu peux apprécier dans une montre. Ça peut être son ADN, ça peut être l'histoire de ses fondateurs, ça peut être les matériaux, ça peut être la marque elle-même, ça peut être sa précision, ça peut être son délire. En fait, il y a plein de façons d'aimer une montre. Alors, je pense que dans ma passion pour l'horlogerie, ce que je suis en train de développer au fur et à mesure et affiner, c'est ma passion des complications. Plus il y a de complications, plus ça m'intéresse, ça m'intrigue, je me pose beaucoup de questions. Comment on arrive à mettre autant de choses dans aussi peu de place? Donc c'est pour ça que maintenant, quand j'ai été chez ce vendeur là pour acheter le Daytona, malheureusement il y a trop de monde, mais j'ai envie d'aller voir les ateliers, j'ai envie d'aller visiter des musées, d'aller voir comment on conçoit les montres et comment on les fabrique. Il est dans la panade, les amis. Hugo, ça y est, il est en train de se faire ronger le cerveau avant de se faire ronger le portefeuille avec cette passion dévorante qu'est l'horlogerie. C'est vraiment un régal. Combien tu lui mets de 0 à 10, Hugo? Je peux lui mettre 10. Sans hésitation, je peux lui mettre 10. Moi, je suis quelqu'un de très tranché, et je peux lui mettre 10, je serais capable. Alors, je serais capable. On enlève juste la tarification pour le moment, mais je serais capable de sauter dessus. On va dire peut-être qu'en acier, c'est plus une question de matière. Je suis pas sûr qu'elle existe en acier. Oui, mais voilà, je parle sur le rapport prix, mais par rapport à la montre, à l'esprit qu'elle dégage et sans aller chercher la matière en question. Oui. Non, mais il y a un truc qui est important, c'est que là, si on est à 42 000 € en or jaune, les amis, pour aller chercher les 20-25 000 euros pour des montres en acier. Là, si vous vous appelez pas Vacheron, Patek Philippe, Audemars Piguet, etc., c'est difficile, parce que et pour le coup, c'est là où les montres en or, il y a la valeur de l'or
qui rentre dans le positionnement prix. Les amis, si vous voulez en savoir plus, tiens, je te la reprends, bah, vous allez sur www.parmigiani-de-mémoire.com, je peux me tromper. Je vous mets là en bas l'URL du site internet. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour ton feedback pour ce produit. C'est moi qui te remercie parce que c'est une belle découverte. Oui, et donc maintenant on va en savoir plus quand même sur le saut d'obstacle. C'est parti pour la séquence recto-verso. T'en fais toujours du saut d'obstacle? Non, j'ai complètement arrêté. Ouais. Donc au début, tu as commencé à en parler en disant voilà, je nettoyais le box, j'avais 16 ans, j'ai perdu ma Michel Herbelin, etc. Et tu disais à l'époque, je montais les chevaux des autres. Moi, je vois bien de quoi il s'agit, mais il faut que ce soit lui qui le raconte. Donc ça veut dire que tu as des propriétaires de chevaux qui en font une fois par mois, une fois par semaine, puis le reste du temps, il faut que le cheval, quand même, il sorte de son box. C'est encore différent, c'est-à-dire que moi, dans un premier temps, c'était mes chevaux, donc c'est ce qui m'a permis d'accéder à un certain niveau. Ouais. Et après, dès qu'on accède à un certain niveau à cheval, des certaines performances et certains résultats, on intègre des écuries de cavaliers qui sont déjà reconnus et qui, eux, ont des performances à plus haut niveau encore. Et donc, on travaille les chevaux de propriétaires qui financent ce domaine-là uniquement pour la passion. Ouais. Venir voir leurs chevaux sauter le week-end et des fois, ils ne démontent même pas. C'est-à-dire qu'on est leur cavalier, on monte les chevaux le week-end en concours et le but, c'est que le cheval performe. Bien sûr. On amène un cheval d'un point A à un point B et le but… Donc, le monde se divise en deux. Oui. Il y a le cavalier qui monte et qui saute avec ses chevaux, et celui qui monte et qui saute avec les chevaux des autres. Voilà, c'est ça. Globalement, là, il y a eu les Jeux Olympiques récemment au Japon. Concrètement, lorsque tu es à ce niveau-là, c'est rarement les chevaux des cavaliers. Ah oui, jamais. À 90%. Ouais. Et encore arrivé à un certain niveau, il y a des cavaliers en fait qui font de l'élevage. Alors c'est une autre branche encore, une autre ramification, qui font de l'élevage, qui font naître des chevaux. Et donc dans la quantité de chevaux qui font partie de l'élevage, il y a des exceptions, il y a des cracks, on appelle ça. Et donc là, il se peut des fois que ce soit leur propre cheval. Et donc là, à ce moment-là, oui, il y a un crack qui sort et c'est la propriété du cavalier. Et ça, l'élevage de chevaux, ça existe pour le trot attelé, pour le galop. C'est une grande culture française, notamment dans le pays d'Auge, pour les amis normands qui nous regardent. Vraiment, c'est une énorme activité. Il y a énormément d'emplois qui dépendent de ça. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait quelque part en France des descendants de Japlou, de Flambeau, Diamant de Saint-Milly. Oui. Milton, je ne sais pas si tu te souviens aussi. Oui. Et oui, le dernier en date, en tout cas, qui était vraiment l'étalon phare de l'élevage, c'était Diamant de Sémilly, au moment où je montais beaucoup à cheval. Et ça s'est arrêté par la force des choses, puisque c'est un milieu où on vit beaucoup de passion, mais on n'arrive pas spécialement à en vivre à proprement dit. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai été bercé dans deux domaines très différents. Un domaine où j'étais plutôt dans le confort quand c'était pas moi qui finançais et j'arrivais plus à subvenir à mes besoins propres juste avec cette passion parce que c'est un métier et c'est une passion aussi. Donc il fallait bien arriver à joindre les deux bouts. Ouais, donc à un moment c'était ton boulot. Oui, c'était mon boulot. C'est ton boulot, pardon. C'était ta passion qui faisait que comme tu ne faisais que ça, c'était ton boulot. Voilà, ça me rémunérait, mais ça payait pas. Insuffisant. C'est-à-dire que je pouvais monter pour plusieurs millions d'euros de chevaux et pas gagner un SMIC si on parle en chiffres. Ouais. Lorsqu'il y a un concours en Coupe du Monde, gros concours, c'est quoi? C'est CSO, c'est ça le terme? Oui. Ok. Tu as un prix, tu as des prix. Celui qui gagne, c'est X milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros. Comment ça se partage? Alors en fait, on va prendre un concours sponsorisé par Rolex, sinon c'est pas drôle. Une étape Coupe du Monde, qui sont des étapes qui se font en intérieur, donc le salon de Villepinte à Paris et j'en passe d'autres à Bordeaux par exemple. Il y a un montant qui est donné pour la totalité du concours par les sponsors. Donc on a souvent des grandes manufactures horlogères, Rolex, Longines. On a aussi des grandes manufactures de maroquinerie, Gucci notamment, Gucci Masters à Paris. Qui mettent Hermès aussi, le saut Hermès au Grand Palais, bien sûr. Puis eux qui sponsorisent carrément l'équipe de France. Et donc du coup, il y a des fonds qui sont mis en place et c'est divisé en fonction des épreuves, des niveaux d'épreuves. Et puis les deux épreuves phares, les Grands Prix. Le Grand Prix généralement de Coupe du Monde, qui est le samedi soir, et le Grand Prix de la ville, dans laquelle ça se passe le lendemain. Et c'est combien? Généralement, un gagnant de Coupe du Monde, il prend. Alors à l'époque où je montais, ça a peut-être évolué, mais c'était une centaine de milliers d'euros pour le premier. Centaines de milliers d'euros. Plus une voiture ou
un bel objet, donc une montre. Ouais. Et donc, la plupart du temps, une Rolex ou une Longines. Ouais, je comprends. Mais c'est 100 000 euros. Oui. C'est 100 000 euros. Comment ils sont partagés entre le cavalier et le propriétaire? Selon les contrats qui sont passés avec les cavaliers qui montent avec les propriétaires, enfin qui montent les chevaux des propriétaires, donc c'est des pourcentages. La plupart du temps, il y a une grande partie des gains qui retournent dans la poche du propriétaire, c'est normal, c'est lui qui investit. Et puis une petite partie, enfin ce qui est négocié par le cavalier avec le propriétaire dans la poche du cavalier. Ah ouais, ok. Mais donc, ça va donc pas comment chercher comment la il vit le majorité. cavalier? Il vit pas qu'au pourcentage de ses gains. Il est salarié d'une structure. Alors, comment il y a ça marche? il y a plusieurs montages différents, mais de manière générale, en fait, le propriétaire finance l'intégralité donc des déplacements, des frais vétérinaires, enfin des frais de santé des chevaux. Ouais. Et puis, il y a une pension qui est reversée tous les mois pour le travail et puis l'accomplissement de certaines missions, c'est-à-dire emmener tel cheval à tel niveau, et puis en fonction des résultats. Donc, c'est comme ça qu'il se rémunère. On a 20 chevaux fois tant de pensions tous les mois. Ok. Et c'est ça qui rémunère de manière… Et après, pour les cavaliers, on va dire top niveau, Oui. il y en a forcément, hein, c'est une pyramide Oui. inversée. J'imagine qu'il y a des sponsors directs, Voilà. comme le fait Rolex avec un certain nombre de cavaliers. Voilà, Kevin Stott, la famille Berbaum notamment. J'ai vu Steve Gerda qui pourtant qui était sponsorisé et dont les chevaux appartenaient à Piaget. Et donc j'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs de voir une publicité, une commercialisation Rolex à son poignet, sachant qu'il a les chevaux de Piaget. Ouais. Donc oui, il y a là, il y a beaucoup de fonds qui sont reversés aux cavaliers en parallèle. C'est un peu comme le foot, mais avec des marques qui sont beaucoup plus prestigieuses, on va dire, puisque l'équitation a toujours été rattachée au prestige, à l'excellence dans les domaines. Et donc toi, en fait, tu es arrivé au constat que tu ne pouvais pas en vivre et que c'était pas équilibré pour toi, donc tu as complètement arrêté. J'ai arrêté petit à petit, c'est-à-dire que j'ai eu de moins en moins de chevaux à monter, non pas parce qu'on ne voulait pas m'en donner, mais parce que petit à petit, j'ai eu une autre activité à côté qui a pris de l'ampleur. Et puis, pour in fine, ne plus vouloir reprendre de cheval. Mais t'en fais un peu pour le fun? Non. Ah ouais? C'était uniquement pour la performance. Ok, c'est la compète qui t'intéresse? Monter en balade, c'est quelque chose ça pourra peut-être choquer, mais quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui me passionnait dans ce métier-là, oui, il y avait l'animal, bien sûr, puisque c'est la base de notre métier, mais il y avait aussi le côté toujours prendre un cheval à un certain moment donné et puis l'amener à un niveau et réussir des choses. Alors vous ne le savez pas, les amis, mais en tout cas, moi, ça ne me surprend pas. C'est pas la première fois que j'entends qu'il y a évidemment l'intérêt de l'environnement, etc. Mais il y a un énorme écart. Il y a un monde lunaire entre faire de la compète et sortir le dimanche pour faire une balade en forêt. Et généralement, quand on fait de la compète en saut d'obstacle, et tu le confirmes, faire la sortie du dimanche, etc., c'est tellement pauvre par rapport à ce qu'on peut faire en compétition que finalement, ça n'intéresse pas les cavaliers compétiteurs. Je montais jusqu'à entre 20 et 25 chevaux par jour. On imagine bien qu'en montant 25 chevaux par jour, on ne peut pas avoir la même relation avec l'animal et puis la même relation par rapport à cette sphère qu'un amateur qui vient monter 2 fois par semaine, qui va passer l'après-midi avec son cheval. On devient des instruments de travail des chevaux quelque part. C'est-à-dire que quand 25 chevaux par jour, et puis le week-end ou du jeudi pour les jeunes chevaux, c'est 7 chevaux en concours. On ne les scelle pas. On ne s'en occupe pas spécialement sur le plan brossage, sur le plan douche, etc. C'est des gens qui le font pour nous. Mais pour qu'on puisse tenir le rythme, sinon on ne tiendrait pas. Sinon, c'est pas jouable. Voilà. Pour autant, ça t'a pas dégoûté de Rolex ou de Hermès. T'aimes toujours toujours bien. Non. Bon, c'est ça, les amis qui comptent. Vous voyez, une passion dévorante ou un moment ou un autre, quand il y en a trop, ou vous en sortez pas, finalement, vous vous en détournez un petit peu, puis un jour, tu y retourneras. Oui, tu vois, tu auras peut-être un petit peu plus de temps professionnellement et puis tu pourras refaire de la compète, mais à un niveau inférieur à celui que tu as connu il y a quelques années. Possible. Et oui, les amis, on enchaîne pour la dernière séquence. Ta prochaine montre. Bon, là, ok, tu as quand même versé un acompte il y a 7 mois. Hein, grande surprise pour moi, je pensais que ça ne se faisait pas. Et quasiment une commande, ça veut dire qu'on peut commander une déto, les amis. Il faut quand même creuser le sujet. Tu l'as reçu il y a 15 jours, donc là, tu n'étais peut-être pas chaud pour en sourcer. Si, en fait, au moment où je suis allé dans le magasin, cette boutique à La Rochelle, en fait, nous, on n'a connu que la boutique détaillant Rolex et quelques autres grosses manufactures, type Breitling, type
Il y avait quoi d'autre? Il y avait Bell Ross, il y avait Hermès, il y avait Longines. Et donc du coup, on s'est aperçu en 10 ans, ils ont développé une autre boutique en face de montres, on va dire, moins haut de gamme. Alors j'aime pas ce terme-là parce qu'il n'y a pas pour moi plus maintenant, beaucoup moins qu'avant, de haut de gamme et de bas de gamme, ça n'a rien à voir. Et donc je vais te donner des adjectifs et tu vas essayer de deviner. Oh là, c'est bon ça, on va se régaler les amis. Et je reprends la casquette si je gagne ou pas? Ah non, je la garde. Aïe, 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 aïe. Bon, vas-y alors. En 3 lettres, précise. Attends, en 3 lettres. En 3 lettres, je te donne 3 adjectifs. Et la marque est en 3 lettres? Non, tu vas devoir trouver la marque par rapport à 3 adjectifs. Précise, ok. Précise, robuste, Ouais. étanche, à 100 mètres. Et normalement, c'est le modèle d'une marque connue. Précise. D'inspiration Gérald Genta. Précise, étanche. Alors dans l'ordre. Ouais. Précise, robuste, étanche à 100 mètres. Étanche à 100 mètres. Ou 10 bars, si tu préfères. Ouais. Jusque-là, 10 atmosphères, ça marche aussi. Oui. Il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Design Genta, Tissot. Oui. Tissot PRX Powermatic 80. Voilà, exactement, à fond bleu. Ouais, alors évidemment, là comme tu me dis, design inspiré de Genta. Inspiré un petit peu, ouais. Le fond de boîtier en fait. Ouais, c'est ce qui m'y a fait penser, mais non pas que j'associe pas Tissot à la précision, mais ce que je veux dire c'est que précise, robuste, ça irait avec plein d'autres modèles. Donc tu l'as acheté ou tu l'as commandé? Eh ben, en fait, j'ai demandé… En cadran bleu? En cadran bleu. Ouais. Celle, forcément, la seule qu'il n'y avait pas dans la boutique, puisqu'elle est très demandée aussi. Ouais. Et donc, du coup, j'attends d'avoir un coup de fil pour aller la chercher, prochainement quand elle T'as arrive. versé un acompte? Non. Ah, on voit que c'est l'autre boutique. Alors, c'est pas la même que celle historique. Les amis, vous avez sûrement vu sur la chaîne un Duel Time, justement, avec cette Tissot PRX en cadran blanc et lunettes en PVD rose, délicieuse, mais très différente de celle-ci qui est terriblement demandée. Elle ressemble surtout à une Tissot des années 70, qui n'avait pas, je crois, été designée par Genta, mais qui est un des modèles qu'on qualifie type Genta. En fait, il y en a des dizaines. Oui, c'est dans l'attente. Voilà, il y en a des dizaines. C'est dans l'attente. Ben oui, bien sûr. C'est un designer qui a marqué l'histoire. Donc ça veut dire que comment t'en es arrivé? Tu sais, tu disais que c'est assez récent, ton intérêt sur l'horlogerie. Bah là, c'est complètement opposé à cette Daytona. En termes de notoriété, en termes de positionnement, en termes de matériaux, en termes de complications. Tu es super ouvert en fait, tout domaine confondu. Je me suis ouvert, je regarde des manufactures comme LIP que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à connaître en me passionnant pour l'horlogerie et pas pour les marques à proprement dit. Et cette PRX, c'est dans l'attente en fait d'un rêve que j'ai derrière. Voilà, c'est l'antichambre de quoi alors? De celle qui lui ressemble le plus, c'est l'authentique Royal Oak de chez Audemars Piguet. En cadran bleu? En cadran bleu, bien sûr. 15-202? Ouais, ah oui, mais là, Audemars Piguet 15-202, là, il faut que tu arrives à rentrer sur une liste d'attente, je ne sais même pas, etc. Je n'ai même pas essayé. Là, c'est le délire sur le marché de seconde main, les amis, ou sur le marché du vintage. C'est comme ça. T'irais sur un modèle comme ça, que vraiment, imagine, tu l'adores, tu le veux, etc. T'irais mettre le premium, je me demande si elle n'est pas à 60 ou 70 000 euros. Non. Alors qu'en boutique, elle est à beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Mais non. Quand elle y est, comme elle n'y est pas, tu serais prêt à aller acheter sur le marché gris? Non. Alors le marché gris, sur l'occasion, un tarif délirant qui est à 3 fois le prix du neuf? Non plus. Okay. Parce que je pars du principe que c'est vraiment une passion et que j'ai envie d'assouvir ma passion, mais si celle-ci n'avait pas été disponible en neuf et que j'avais dû attendre déjà 1 an et demi pour l'avoir, j'aurais attendu 1 an et demi. S'il faut que j'attende longtemps pour avoir la Royal Oak, j'attendrai autant de temps. Et ça laisse en plus une perspective. Si déjà on arrive à rentrer, au moins de se dire elle va être commandée, on va l'avoir. Et oui, les amis, le désir se fait attendre. S'il suffit juste de claquer des mains et puis de se payer toutes les montres, moi, je pense que le niveau de passion est extrêmement faible. Ça en fait des clients à part entière qui ont le droit. Et s'ils le peuvent, d'acheter toutes les montres qu'ils veulent, etc. Mais si tout s'accède facilement comme ça, ça devient qu'une question d'argent. Il n'y a plus de notion de souvenir avec la montre. Il n'y a qu'une notion argent. Et d'ailleurs, la vision que j'ai à très très long terme, c'est encore une autre marque, très réputée pour sa robustesse. C'est Richard Mille. Ouais.
Et là, par contre, là, il va falloir que tu bosses grave. mais je travaille très dur tous les jours. Ah ouais, et bah c'est super, c'est ce qu'on aime entendre les amis, s'arracher pour s'offrir les produits, les services, les voyages, peu importe. Là on parle de monde, ça pourrait être autre chose. C'est comme ça qu'il faut voir la vie avec la banane. Hugo, merci beaucoup. Merci. À toi, Les amis, on s'est régalé une nouvelle fois avec quand même une montre qui est très rare. Hein, tout en or, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu celle de Napoléon, souvenez-vous, avec sa Patek Philippe Aquanaut, bracelet rubber, cadran gaufré en or jaune, toute première Aquanaut, magnifique. Si vous voulez venir avec une montre en or, c'est avec grand plaisir. C'est la même chose que pour venir avec une montre en acier. Vous voyez, c'est www.dailyshoes.fr. Vous mettez la référence, une photo, ce que vous voulez, vous me dites de quoi vous avez envie de parler, et puis on trouve un moment pour passer un bon moment et parler de ce qu'on aime plutôt que ce que l'on sait. Si on sait des trucs, c'est bien aussi, mais c'est pas essentiel. Allez, à ciao. Merci Hugo, bye bye. Au revoir, bye. Bonne celle-là. Très très bonne. Non, ça faisait le boulot. Ouais, nickel. J'étais pas obligé de faire. Hein? Peu mieux fort. Un peu mieux Hein, fort. peu mieux fort. Si on commence tout en or, on est mal barré.